Elle s'appelle Carole Zaoui, elle est arrivée en Israël en 1981 avec une vision d'Israël très romantique. Elle a été confrontée au choc de la société israélienne. C'est comme un livre d'histoire contemporaine que nous avons avec nous aujourd'hui. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Carole. Bonjour. Ça vous fait rire quand je dis ça, mais c'est vrai. Oui, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Pas un dinosaure, mais disons que vous avez vécu avec un regard d'Olévatique maintenant, mais à l'époque, Olé Hadash, vous êtes arrivé à la veille de la guerre du Liban, dans un Israël un peu fantasmé, pour vous. Oui, alors moi j'ai fantasmé. C'était un Israël romantique. Les Israéliens, ils étaient tous beaux. Israël, c'était le meilleur pays du monde. C'est toujours le meilleur pays du monde. Je ne vais pas parler au passé. À l'époque, vous pensiez oui, on avait l'armée la plus forte, pas de voleurs, pas de violeurs, pas d'assassins, pas de corruption, pas de violence. C'est ce que vous pensiez ou c'était vraiment comme ça ? C'était la pensée avec laquelle je suis venue, mais je me suis aperçue au fil du temps que c'était pas vraiment comme ça. Okay. C'est-à-dire que la première fois dans une manifestation étudiante, quand j'ai vu le policier en face de moi avec une matraque, et je lui ai dit, mais enfin, je peux être ta fille, t'es juif, je suis juif. Pourquoi, quoi ? C'était très bizarre. La première fois que je me suis fait voler de l'argent, ça a été bizarre aussi. J'ai dit à la personne, je lui ai dit, mais je comprends pas, pourquoi tu me voles on est de la même famille, quoi. Ouais. Et beaucoup. Ça a été bizarre. Ouais. Mais je crois que ce qui a été le plus dur, ça a été la guerre du Liban. Je pense que ça a été la première fois que j'ai vraiment ouvert les yeux. Alors, la guerre du Liban, c'était en 1982. Ça faisait déjà 1 an que vous étiez... Ça faisait 8 mois que j'étais en Israël. Okay. Ouais. J'ai fait mon alia. J'ai fait Machon Madrichei Chul, qui était à Kiryat Moria. Le directeur de l'époque, c'était Eric Cohen, Zichrono Livracha, qui était un ancien du DEJ. Moi, je suis une ancienne du DEJ. Et donc, j'ai étudié là-bas. Ils avaient un super programme avec l'histoire d'Israël. Avec un très bon ulpan, vous avez appris l'hébreu. Avec un très, très bon ulpan. Ouais. Donc, j'ai appris l'hébreu là-bas. Et à la fin du programme à Jérusalem, la plupart des gens, ils devaient aller dans les kibbutzim, mais comme le DEJ, c'est un mouvement haloutzik, il n'y avait pas de kibbutz à la clé. Il n'y avait pas de kibbutz à l'époque, il n'y avait pas de programme dans les villes en voie de développement. Donc, je suis arrivée à l'université, j'ai fait la Mechina à Goldschmidt à Jérusalem. À l'université hébraïque de Jérusalem. Voilà. Et j'ai fait ma Mechina. Donc une année préparatoire qui existe toujours, Mechina qui a bien changé, mais qui existe toujours aujourd'hui. Ouais. Et donc j'ai fait la Mechina et j'ai habité donc dans la cité universitaire à Reznik à Ratzofim et j'ai commencé la fac de maths. Ouais. Alors là, vous avez été, c'est pour ça qu'on parlait de la guerre du Liban, très surprise parce que un beau jour, vous alliez réclamer une chambre ou un droit auquel vous deviez accéder au bureau des étudiants. Et voilà, est-ce que je vous racontais tout à l'heure, et j'ai eu un choc parce qu'en fait, la personne était en train de parler avec moi, la jeune fille qui était aussi étudiante, mais israélienne, peut-être 22 ans après l'armée. Le téléphone sonne, elle décroche et son visage se décompose et en fait elle vient d'apprendre que son ami vient de mourir au Liban. Et ça c'était la première incursion dans ma petite bulle de nouvelle immigrante. Ouais, parce qu'il faut dire que vous êtes montée seule, d'une famille très sioniste, puisque vous êtes la fille d'Alfred Roger Zaoui, ancien président du Fonds social de Lyon. Donc vous étiez directeur, pas président. Directeur. Pardon. Président, c'est les directeur. Et donc, vous étiez très supersionniste, on peut dire. Oui, j'étais très sioniste. Dans la marmite quand vous étiez petite. Mais là, c'était le choc de la réalité, vraiment. Oui, ça, c'était le choc de la réalité. Quelques jours avant, je crois une semaine avant, je sortais de ma résidence universitaire et tout d'un coup, je vois plein de camions militaires avec plein de gens qui courent. En fait, ils venaient prendre les soldats étudiants des Milouim pour préparer la guerre. Et j'ai fait mon alia pendant cette guerre du Liban qui finalement a duré très longtemps. Très longtemps, elle a été très très traumatisante pour beaucoup. Oui, elle a été très... Finalement, il n'y a que quand Ehud Barak
et a été Premier ministre, qu'en fait, on est sorti du Liban. Donc, c'était dans des années 80, fin des années 90. Bon, là, je ne suis pas bonne dans les dates. Mais ça a été... 82, ça a commencé. Mais ça a commencé en 82 et ça a été très long. Très long. Et ça a beaucoup changé la perception de l'armée. C'est-à-dire que, normalement, c'était une armée Tzva Hagana l'Israël, une armée de défense, et tout d'un coup, tu fais la guerre dehors, pas dans tes frontières. Ça a été très... Tu fais la guerre dehors, pas dans tes frontières. Pendant ce temps-là, dans les frontières, forcément, la vie continue. Ah oui, la vie continue. Nous, par exemple, pendant l'été de cette guerre, je me rappelle, il y avait un concert de musique brésilienne ou un festival de musique brésilienne. Donc, on était voir ce concert, et j'avais des amis qui étaient redescendus du Nord, donc des soldats, et ils étaient dans le choc parce que eux, ils se battaient dans le Nord à ils tombaient comme 70 kilomètres. Et c'était dur, quoi, comme et de guerre. Voir que et nous, à l'intérieur, tout va bien, on mange normal, on fait la fête. C'est vraiment été une sorte de cassure comme ça. Surtout qu'au départ, on ne savait pas exactement ce qui se passait. Parce que personne ne savait qu'on était arrivé jusqu'à Beyrouth. Ça a été vraiment, pour la jeunesse, en tout cas, quelque chose de très, très bouleversant et très marquant. Très bouleversant. C'est une des premières fois où il y a des jeunes Israéliens qui ont refusé, qui sont allés en prison parce qu'ils ont refusé de monter au Liban. Pas parce qu'ils avaient peur, parce que normalement, on ne devait pas être à Beyrouth. Enfin, là, je ne vais pas rentrer dans la politique. Non, on rentre pas dans les détails, mais disons que c'était quelque chose un événement très, très... Ça a été une guerre très, très traumatisante. Et ça a été votre première brèche la première brèche dans votre amour inconditionnel d'Israël ? Oui, ça a été c'était un amour inconditionnel. Je veux dire, j'aimais la langue, j'aimais le pays. Je veux dire, et puis je me sentais chez moi. Oui, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire. C'est que c'est la première fois que j'étais dans un pays où les gens, ils étaient juifs, mais ils étaient comme moi. C'est-à-dire juifs normaux, quoi. Pas c'est quoi un juif normal ? Pas... c'est quoi juif normal ? Ça veut dire juif, quoi, qui aime la musique, qui aime les Beatles, qui aime les Doors, qui aime Leonard Cohen, qui fait des fêtes aussi. Qui fait des fêtes, qui voit des films, juif. Mais en même temps juif sioniste. Voilà, juif et sioniste, mais normaux, quoi. Pas juif de la galoute, voilà, c'est ça. Des juifs libres ? Des juifs libres, mais aussi dans la tête. C'est ça le truc. Des juifs libres, mais aussi dans la tête. Et aussi, quand on avait fait une randonnée donc dans le désert de Judée, c'est-à-dire vers la mer Morte, je me rappelle que je marchais et j'avais l'impression que j'étais là chez moi, par les pieds. Ça a été une impression très forte. Donc c'était très clair que j'allais... C'était ta place. C'était ma place ici, quoi. Alors c'était ta place, mais comme tous les parcours d'Alia, après cette année de Mechina, tu t'inscris à la fac en maths physique. Oui. C'est très compliqué. Je connais pas je comprends pas l'hébreu. Au bout de 2 heures de cours, j'étais sur pause, c'est-à-dire la personne parlait... C'était un cauchemar un peu. Ouais, tu t'es dit que tu t'étudierais jamais ? Non, pas du tout. Tu t'es jamais dit ça ? Non. Et tu t'es dit que t'étais pas prête ? Mais ce que je me suis dit, t'es pas prête pour la fac maintenant. Tu connais pas assez l'hébreu, parce que c'était quand même maths physique, il faut comprendre. C'est pas que des chiffres, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai fait une pause de 1 an ou 1 an et demi. Pour apprendre la langue. Voilà. T'as fait des petits boulots. J'ai fait des petits boulots. Alors, j'étais serveuse dans des hôtels. J'ai fait des nettoyages. Alors, ma maman, pour elle, être serveuse et faire des nettoyages, c'était gueval. Chez les gens, c'était c'était la fin du monde. En plus, ici, les gens savaient pas qu'en Israël, dans tous les hôtels, c'est les étudiants qui sont les serveurs. C'est pas être serveuse dans un hôtel, ça veut pas dire que l'hôtel, c'est un hôtel de passe, quoi. Ouais. C'est normal. Ouais, alors qu'en France, c'était tout un... C'était le choc des cultures, voilà. En gros. Et alors, comment tu retournes à la fac ? Quand j'ai compris les informations de 9h, parce que les informations, c'était à 21h, à la radio,
sans problème. Je me suis dit, c'est bon, tu peux aller à la fac. Je suis prête, je peux aller à la fac. Donc, tu retournes, tu prends ton... Voilà, je retourne à la fac. Je travaille aussi, parce qu'il faut travailler en Israël, c'est comme ça. Ouais. Je vais à la fac, j'étudie maths, beaucoup de maths, et aussi de la philo. Et tu finis avec une licence. Je finis avec une licence. Et mais là, tu as un peu la réalité qui te rattrape, on va dire, parce que la brèche s'est agrandie. Et voilà. Tu as continué à avoir des déceptions, en tout cas avoir des chocs émotionnels, à te dire que ce n'était pas l'Israël dans lequel tu vivais, avait beaucoup de visages, de couleurs différentes. Et avec certaines d'entre elles, tu avais un peu de mal. Sabra Shatila qui t'a beaucoup marqué. Alors même le fait que c'est clair que ce n'est pas les Israéliens qui ont tué ces gens dans cette population, mais ils ont laissé faire. Ça a été vraiment un choc. Je veux dire, vraiment, ça a été... Et puis, il y a eu, pendant une manifestation, il y a une bombe qui a été jetée, il y a quelqu'un qui est mort, Émile Greenwald, Zichrono Livracha. Ça a été beaucoup de choses à gérer. Non, mais c'est mais le fait que ça existe, ça m'a... j'étais très idéaliste. Ouais, mais je suis toujours idéaliste. Ouais, donc tu t'es dit et donc trop. Non, c'est pas que je me suis dit c'est trop, il fallait que je prenne le large. Prendre l'air. Ouais, il fallait que je prendre l'air, voilà. Et donc j'ai pris le large et je suis allée à Berlin. Donc t'as fait ta Yérida, tu savais voilà, pas si j'ai fait comme les Israéliens, j'ai fait ma Yérida. Et parti pendant 4 ans, 3 ans et demi. Ouais. Je suis allée à Berlin. Alors ça, c'est une drôle de destination quand même, parce que tu ne parlais pas l'allemand, tu n'avais pas d'origine allemande. Bon. Je suis allée à Berlin parce qu'il y avait une chanson de Leonard Cohen qui s'appelait First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Je ne sais pas si on peut l'écouter, peut-être qu'on peut l'écouter. Voilà. Est-ce que c'est celle-là alors? Oui, c'est celle-là. Et c'était une chanson que j'aimais beaucoup à l'époque. Et comme j'avais un ami qui était parti à Manhattan, donc moi je suis partie à Berlin. J'ai pas c'est Leonard Cohen, je crois. Ouais. Oui, Leonard Cohen. Mais c'est vraiment à cause de ça que tu es partie à Berlin? Non, il fallait que je parte, mais je n'avais pas de destination. Alors, je voulais pas partir en France parce que ça faisait échec. Et puis, j'avais pas du tout envie de retourner en France. Ouais. L'Angleterre, je sais pas. Ça m'avait pas. Ça a été Berlin. Et ça a été Berlin. J'aimais bien Nina Hagen aussi. Voilà, donc ça fait la musique t'a attiré, t'a attiré dans cette Allemagne, on va dire, où le mur n'était pas encore tombé. Ah oui, donc je suis allée à Berlin avec le mur. Ouais, d'accord. Donc on était une île, c'était une île occidentale dans un monde oriental, enfin, en fait, dans le monde russe. Et c'était une ville fantastique et fantomastique. C'est-à-dire qu'il y avait des... je me rappelle, je suis arrivée en début janvier, d'accord, dans la nuit, vers 10h du soir, et il neigeait, et il y avait des métros aériens, mais délabrés, des super belles maisons avec une super belle architecture complètement délabrée. Et dans les wagons des métros, il y avait 2 personnes. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans cette ville. C'était une ville fantôme. Ouais. Très, très belle et toute délabrée. Alors, une ville fantôme est quand même en pleine effervescence. Tu t'es beaucoup amusé là-bas. Tu as respiré, on va dire. Oui, j'ai respiré. Tu as appris la musique, tu as appris l'allemand, évidemment. Et tu as appris le Qing. Le Qigong. Voilà, j'ai un peu de mal parce que voilà. Le Qigong, ça a été en fait ma première découverte du monde oriental, vraiment oriental, de la médecine chinoise et de la médecine orientale. Donc, j'ai appris le Qigong. Le Qigong, en fait, c'est la respiration dans le mouvement. C'est apprendre à respirer en faisant des mouvements. Donc là, on était bien loin des maths et de la physique. Très loin, oui. Et tu as commencé d'ailleurs à découvrir un peu l'acupuncture. Voilà, là-bas, j'ai découvert un peu l'acupuncture. Ça a été ma première... C'est ton métier d'aujourd'hui, il faut quand même le préciser. Voilà. Oui. Et donc, j'ai appris le Qigong. Je suis quand même été reçue à la fac à Berlin parce que je voulais quand même continuer à étudier. Ouais. Donc, et là, j'ai été très étonnée. C'est que quand ils ont vu que ma licence, c'était une licence de Jérusalem, ils m'ont ouvert les portes. Et c'est là où j'ai compris que le niveau de maths à Jérusalem était très élevé parce que jusqu'à là, je ne savais pas, quoi. Ouais. Et en 80...
Puis arrive la guerre du Golfe. Voilà, arrive la guerre du Golfe. Alors là, tu es toujours en Allemagne. 92, donc c'était en 91. Et là, tu décides de rentrer en Israël. Et là, je décide de rentrer en Israël parce que je me dis, s'il y a la guerre, bon, moi j'ai des amis ici, et puis j'ai rien à faire en Allemagne, quoi. Et puis à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant la guerre avant que la guerre ne commence en Israël, la guerre du Golfe. La guerre du Golfe en Israël ne commence. C'était aussi un épisode très traumatique où la guerre était à nos portes. Il y avait des Scuds qui tombaient. Vous vous rappelez, des Scuds qui tombaient sur Israël, ça a été menacé. C'est qu'en Europe, d'abord, ils étaient persuadés que Israël allait être exterminé. Voilà, et qu'on allait mourir par des gaz, qui étaient entre guillemets des gaz allemands. Mais surtout, ce qui a été très intéressant, c'est que il y avait plein de films sur la guerre Iran-Irak avec les Kurdes et tout. On voyait les gens tout brûlés, etc. Brûlés, et c'était des photos donc d'archives et qui n'avaient jamais été montrées au public. On les montrait maintenant, à cette époque-là, pour faire en fait une alliance ou je sais pas quoi. Mais enfin, ça m'a angoissé. Non, pas angoissée. J'ai commencé à me poser vraiment de grosses questions sur les médias. Oui, parce que dans les journaux allemands, on parlait encore à cette époque de lobby juif. Alors ça devait faire un peu bizarre. Il y avait beaucoup de mensonges dans les médias allemands sur Israël, comme dans tous les médias européens d'ailleurs. Il y avait des choses qui étaient tronquées, arrangées. Oui, surtout pendant la guerre du Liban. Pendant la guerre du Liban et pendant la première intifada, c'était clair que... c'était clair que les photos qu'on montrait étaient pas, c'est-à-dire que c'était des vraies photos, des vrais films, mais c'était pas. C'était détourné, c'était un peu arrangé à une sauce. C'était pas arrangé, c'est-à-dire que par exemple ils avaient tourné quelque chose en août et ils nous remettaient la même chose en décembre. Donc, c'était pas du tout de la vraie information, c'était vraiment de la désinformation. Voilà. Et ça t'a pas plu? Et non, ça m'a pas du tout plu. Donc, je suis revenue en Israël. Et donc, pendant la première guerre du Golfe. Et là, j'ai décidé que je restais. Puisque, voilà. Et tu as trouvé un peu ta vocation. Bon, tu as quand même cherché pendant un moment, parce que tu as repassé un diplôme pour être prof de maths, pour gagner ta vie, évidemment, parce que tu avais des études de maths. Tu as fait. J'ai fait de l'informatique aussi. Exactement. Donc, tu t'es quand même beaucoup cherché. Oui. Et mais c'est quelque chose qui est bien en Israël. C'est on a le droit. On a le droit de chercher. On a le droit, même à n'importe quel âge, de recommencer, de faire une nouvelle carrière, de revenir à une autre carrière. D'étudier avec des enfants, d'étudier même à la retraite. Il y a toujours le temps d'apprendre en Israël. Oui, ça c'est quelque chose. La liberté d'études en Israël, elle est fantastique. C'est vraiment ça, c'est fantastique. Et tu l'as pris, cette liberté d'études, parce que tu as bifurqué, tu as même travaillé à l'Unifan. Oui, j'ai travaillé à l'Unifan pendant mes études d'acupuncture. Voilà. Tu as étudié pendant combien de temps, acupuncture? J'ai étudié pendant 4 ans. Et après... Tu aimes bien étudier? J'aime bien étudier, oui. Pendant que j'ai étudié chez un médecin qui s'appelle le docteur Maurice Mussa, Zichrono Livracha, qui venait en Israël de France 4 à 5 fois par an, donner des séminaires à Hadassah Hatzoufim, aux médecins. Et moi, j'étais pris parce que j'avais une licence en maths, donc j'étais considérée comme scientifique. Et donc tu as appris beaucoup. Tu as appris avec j'ai appris avec lui, j'ai appris à Rinman. Après, quand j'ai fini avec lui, quand il est moins venu en Israël parce qu'il était plus âgé. Et après que j'ai eu fini Rinman, alors j'ai continué à apprendre, faire des spécialités pour les enfants, pour les femmes en gynécologie. J'ai appris de l'acupuncture japonaise. J'ai appris beaucoup en gynécologie, c'est-à-dire tout ce qui est femmes, fertilité, problèmes de règles, problèmes de douleurs gynécologiques. Oui, de douleurs, enfin tout ce qui est et surtout aussi, ces 6 dernières années, je travaille beaucoup avec des gens qui sont malades et qui ont le cancer, quoi. Mm-hmm. Donc je suis volontaire dans une association qui s'appelle Mirkaz Yuri Stern, Al-Shem Yuri Stern, qui était Chaver Knesset. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est donc là-bas je suis volontaire. Les tipoulim, les traitements sont minimes, c'est 60 shekels ou 65 shekels.
Et donc, je m'occupe de gens avec de l'acupuncture. Pour les soulager. Pour les soulager. Alors, je ne suis pas une médecine alternative. Je suis une médecine complémentaire. Complémentaire et surtout antidouleur. Voilà, antidouleur. Par exemple, surtout dans tous les problèmes de fertilité, les femmes, elles vont faire leur IVF, leur insémination artificielle et tout. Et elles viennent en acupuncture pour aider. Pour aider à ce que ça marche. À ce que ça marche, parce que ça aide à ce que ça marche. Alors, est-ce que vous vous êtes trouvé aujourd'hui, on va dire ça, Yael? C'est une bonne question. Ça vous plaît, j'imagine? Non, ça me plaît. Ouais. J'ai compris il y a quelques années en sortant de la Coupe Patrolim, d'une Coupe Patrolim où j'avais travaillé, que c'est ce que je veux faire quand je serai grande. Donc c'était bien. Mais ma soif d'apprendre n'est pas terminée. N'est pas terminée. Donc là. Bon, mais vous êtes dans le bon pays là, pour le coup. Voilà, pour le coup, je suis dans le bon pays. Donc là, à mon avis, je vais recommencer un cycle d'études. Pas forcément en acupuncture, mais en quelque chose d'autre. Est-ce que vous êtes réconcilié avec... vous avez concilié, on va dire, vos deux images d'Israël, la réelle et la fantasmée? Oui, alors c'est ça, on est passé vite, mais c'est comme quand on est amoureux et qu'on a 18 ans, et puis qu'on grandit avec la personne. C'est-à-dire que en fait, j'aime toujours Israël. Vous aimez quoi? J'aime tous les gens, j'aime les odeurs, j'aime la lumière, c'est ma maison. Et si je veux changer, je change d'ici. Je vais pas ailleurs et dire ils sont comme ça, ils sont machin. Non. Tu changes ta maison de l'intérieur. Je change ma maison de l'intérieur. Et vous m'avez demandé si j'avais fait de la politique, et en fait, j'ai jamais fait de politique. Peut-être que j'en ferai, mais je pense pas. Je me vois pas en homme politique. Mais je veux changer les choses de l'intérieur. Voilà. C'est important. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Ce sera ma dernière question. J'aimerais changer d'abord le social en Israël. J'aimerais que les gens comprennent qu'il y a des lois qui sont comme des lois en Israël qui sont votées et les gens réagissent pas, qui sont comme les lois de Montesquieu. Tout le monde est égal devant la loi qui a interdit de dormir sous les ponts. Mais en fait, ceux qui dorment sous les ponts, ce sont les pauvres. Donc c'est une loi qui a l'air équitable et égalitaire, mais en fait, c'est pas une loi égalitaire. Et il passe beaucoup de lois comme ça en Israël, sur, par exemple, les achats des appartements. Avant, on pouvait mettre que 10%, maintenant il faut mettre 40 ou 25%. Il y a plein de lois qui sont passées comme ça, qui ont l'air des lois égalitaires, mais en fait, c'est des lois à la Montesquieu, quoi. Comme il disait, ce ne sont pas des lois égalitaires. Et ça, j'aimerais pousser. Mais ça, si on rentre en politique, c'est même pas la peine. Bon, en tout cas, on va dire une citoyenne israélienne investie, voilà, qui aime son pays et qui s'y sent bien et qui fera peut-être des choses pour continuer de l'améliorer. Voilà. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et si, bien sûr, vous consultez en acupuncture, je crois, on peut venir vous voir. Voilà, vous pouvez me voir. On mettra votre numéro sous l'interview. D'accord. On était ravis de vous accueillir. Moi, j'étais ravie de venir ici, surtout que on se connaissait. Mais voilà, sans le savoir, la vie est ainsi faite. Merci beaucoup, Carole. Merci à bientôt. Beaucoup, Cathy. Ciao, à bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.